Allô? Oui. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci de votre invitation. Et merci d'être venu. On m'a demandé de parler de la première lueur de l'univers. Et pour pouvoir le faire, il faut que je réponde d'abord à une première question qui est est-ce qu'on peut voir le Big Bang? Puisque c'est ça dont il s'agit. Alors, il y a quelque chose qu'on sait, vous savez sans doute tous ici, mais c'est toujours bon de le rappeler, c'est que quand on regarde très loin, en fait, c'est une façon de voir dans le passé. Vous savez bien que quand on regarde la Lune, elle est à 1 seconde et quelques que nous, que la lumière du Soleil voyage pendant à peu près 8 minutes pour nous parvenir, parce que la vitesse de la lumière est finie, et la distance est très grande, et la distance est encore plus grande quand il s'agit de recevoir des données qui viennent de Mars ou qui viennent de Rosetta, et si vous vous souvenez de l'arrivage, du moment où la sonde Philae s'est posée sur Rosetta, c'était en direct, mais le direct, ça voulait dire une demi-heure d'attente pour chaque image et pour chaque résultat. Donc, si on veut voir le Big Bang, il suffit de regarder très très loin. Le problème, c'est que si on veut regarder très très loin, on va avoir de moins en moins de lumière. Donc, c'est facile, pour regarder très très loin, je pense qu'il suffit de faire la chose suivante, construire le plus gros télescope possible. Et celui-là, par exemple, eh bien, c'est l'EELT, qui est un télescope qu'on va construire, qui va être fait par l'ESO. Si vous voyez la taille du télescope par rapport à l'Arc de Triomphe duquel nous sommes tout près, c'est quand même quelque chose d'assez gros. Alors c'est une façon de faire, ça permet de capter le maximum de lumière, donc de voir la lumière la plus lointaine possible. Mais c'est peut-être pas la bonne façon de faire pour voir la lumière du Big Bang. En effet, notre univers est en expansion, ce qui veut dire que la lumière qui est émise par les objets dans le passé va être décalée vers le rouge par l'expansion. C'est ce qu'on voit sur cette animation ici. La lumière d'un objet distant, si le laser veut marcher, va jusqu'à nous, et au fur et à mesure de son déplacement, l'univers s'étend, donc la distance elle va faire de plus en plus grande, et la fréquence de la lumière est décalée vers le rouge. La lumière, qui était peut-être dans le visible au début, passe doucement dans l'infrarouge. Et donc si on veut regarder dans le passé, non seulement il va nous falloir sans doute un assez grand télescope pour voir la lumière très lointaine, mais il va aussi falloir regarder dans la bonne longueur d'onde. Et en fait, cette idée de télescope très grand, c'est peut-être pas nécessaire. En fait, si je veux vraiment voir la lumière du Big Bang, il suffit que je regarde effectivement dans l'infrarouge, pour voir cette lumière qui est décalée vers le rouge par l'expansion, l'infrarouge très lointain. Et cette lumière laissée par le Big Bang, il y en a tellement qu'il est extrêmement facile de la voir. En fait, si je dérègle un vieux poste de télé, comme celui-là, eh bien, on va voir du bruit, ce bon vieux bruit blanc, 1% à peu près du bruit blanc qu'on voit là, c'est la signature de la lumière du Big Bang, du rayonnement de fond cosmologique. Cette lumière, en fait, elle domine entièrement la distribution d'énergie des différentes radiations de l'univers. Ici, on voit l'intensité, le nombre de photons par centimètre carré, par stéradian, qui proviennent du rayonnement fossile, cette première lumière du Big Bang, par rapport aux autres émissions des différents processus qui ont lieu dans l'univers, et c'est elle qui domine complètement. Donc en fait, pour voir la première lumière de l'univers, la lueur du Big Bang, il me suffit d'un télescope finalement pas si grand que ça, mais qui regarde aux bonnes longueurs d'onde. Et c'est donc ce que je vais vous expliquer dans la suite. Donc avant d'expliquer comment on va observer cette première lumière de l'univers, je vais revenir sur comment elle est émise, d'où elle vient. Donc vous reparler un petit peu du Big Bang, vous parler de l'histoire de l'observation du rayonnement fossile, vous expliquer comment on l'a mesuré avec le satellite Planck, et puis je vais passer un tout petit peu de temps sur quelques résultats marquants et récents. Le premier, c'est le contenu de l'univers. Ça, c'est pas un résultat récent, mais il a été amélioré par les dernières mesures de Planck. Je vais vous parler de comment est répartie la matière dans l'univers, parce qu'en fait, en observant le rayonnement fossile, cette première lueur de l'univers, on peut obtenir une information sur la répartition de matière dans l'univers, aux grandes échelles. Je vais vous parler d'une question intéressante, qui est quand est-ce que se sont allumées les premières étoiles? Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend en observant cette lumière très lointaine. On n'observe pas la lumière des premières étoiles, mais on observe une signature dans cette lumière très, très lointaine de l'allumage des premières étoiles. Et puis, si j'ai le temps, je vous parlerai des premiers signes de gravité quantique, et je vous le dis dès à présent, j'utilise le mot gravité quantique d'une façon un peu légère, mais il est vrai que ce dont je vais vous parler à la fin, qui sont des modèles d'univers primordiaux, certains peuvent être liés à des modèles de gravité quantique. Et certains aimeraient bien les lier à des modèles de gravité quantique. Le Big Bang, donc ce Big Bang, c'est cette théorie qui est basée sur les travaux, entre autres, de ces 4 très grands chercheurs,
qui dit qu'il y a 14 milliards d'années, l'univers était extrêmement chaud, extrêmement dense, et que après cet événement, le Big Bang, l'univers très chaud, très dense, est entré en expansion. Au tout début, en fait, juste après le Big Bang, l'univers a subi une phase d'expansion extrêmement accélérée, qu'on appelle l'inflation, une phase de croissance très très rapide, durant laquelle énormément de choses sont passées. Donc, il y a eu cette expansion rapide, il y a eu la création des premières particules élémentaires, il y a eu la création des premiers noyaux, il y a eu aussi la création des premières anisotropies, des premières inhomogénéités dans cet univers. Et je vais y revenir. C'est une phase extrêmement importante, et en fait, c'est la phase sur laquelle on cherche à obtenir le maximum d'informations. C'est vraiment la genèse de notre univers, les premiers instants. L'univers, donc, après le Big Bang et après cette phase d'inflation, il est extrêmement chaud, il est extrêmement dense, et il est aussi opaque. En fait, comme il est très chaud et très dense, il est formé entièrement d'un plasma, essentiellement de protons et d'électrons, dans lequel des photons sont piégés. C'est pour ça qu'il est opaque. Les photons n'arrivent pas à se propager très loin. Ils sont tout le temps en train de rebondir sur les protons et les électrons, et ils sont aussi tout le temps en train d'interagir avec ces protons et ces électrons, parce que ces protons et ces électrons, comme le plasma est très dense, sont tout le temps en train de se rencontrer, de former des atomes d'hydrogène neutres, d'émettre des photons, photons qui vont retaper sur des atomes d'hydrogène neutres, les rayoniser, etc., 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 etc. Donc on a une espèce de plasma, un fluide, dans lequel il y a des protons, des électrons, quelques atomes d'hydrogène qui ne durent pas très longtemps, et les photons sont piégés, l'univers est opaque. Il ne passe pas grand-chose. Mais l'univers est toujours en train de s'étendre. Il s'étend, il s'étend, il s'étend, et au fur et à mesure qu'il s'étend, il se refroidit, et les photons qui sont émis deviennent de plus en plus froids. Il continue donc son expansion, et donc ces photons sont décalés vers le rouge et changent de fréquence. Et il arrive un moment où ces photons sont plus assez énergétiques, plus la bonne fréquence, pour rayoniser les atomes d'hydrogène neutres qui vont se créer lorsque des protons et des électrons se rencontrent. Et à ce moment-là, assez brutalement en fait, la durée de cette recombinaison est très très courte par rapport aux échelles de temps de l'univers. À partir de ce moment-là, le plasma se recombine, les photons sont libérés, l'univers est à peu près à 3000 Kelvin, on est à peu près à 380 000 ans après le Big Bang, et l'univers devient transparent. C'est l'émission du rayonnement fossile, cette première lumière de l'univers, et c'est celle qu'on cherche à mesurer et obtenir. Donc il faut bien voir que l'univers, à l'époque, ici, là où je suis, là, il y a du plasma, là où vous êtes, il y avait du plasma, et puis brutalement, le plasma est devenu assez froid pour que les protons et les électrons se recombinent, qu'il n'y ait plus de plasma et qu'il y ait juste des hydrogènes neutres et des photons qui sont partis dans toutes les directions. Les photons sont partis par là, par là, par là, par là. Et puis, dans cette direction, très loin, il y avait aussi du plasma, avec un photon qui est venu jusqu'à moi. Et pareil dans cette direction. Dans toutes les directions, partout. C'est ça qu'on va chercher à observer. Alors ces photons, donc, ils ont été émis à ce moment-là, et il leur arrivait finalement assez peu de choses sur leur trajet. Il y a quand même un événement assez important, et j'y reviendrai par la suite, c'est que après que cet univers ait été rempli maintenant de plus de plasma mais d'hydrogène neutre, l'hydrogène est tombé dans les puits de potentiel gravitationnel qui avaient été laissés par les anisotropies, les homogénéités primordiales, et les premières étoiles se sont allumées. Et quand les premières étoiles se sont allumées, elles ont rayonisé le gaz hydrogène autour d'elles, et les photons qui ont été libérés par le rayonnement fossile, au moment de la recombinaison, les photons du rayonnement fossile, ont pu réinteragir avec ce plasma. Une première chose est arrivée à ces photons ici, et ils en garderont leurs traces. On en reparlera par la suite. Et puis après ça, eh bien, les photons ont continué leur chemin vers nous, ou leur chemin dans toutes les directions, à vrai dire, mais ceux qui m'intéressent, c'est ceux que je peux voir, donc ceux qui sont venus jusqu'à nous. Ils ont interagi vraiment assez peu avec le reste de la matière. L'univers a continué à s'étendre, évidemment. Donc la fréquence de ces photons a été décalée de plus en plus vers le rouge, à tel point qu'aujourd'hui, on voit ces photons à une température de 2,7 Kelvin. Ils avaient été émis à peu près à 3000 Kelvin, hein, donc un facteur de dégage vers le rouge de 1000. Et sur leur chemin, ils ont un tout petit peu, comme je disais, interagi avec la matière. Et c'est ces photons-là qui vont nous intéresser, ce sont les photons du rayonnement fossile, et qui vont donc porter une information qui vient de cet événement, la recombinaison, l'émission du rayonnement fossile, et puis des quelques petites choses qui leur sont arrivées dans leur trajet jusqu'à nous. Et c'est de ça dont je vais vous parler par la suite.
Donc ce rayonnement fossile, on le nomme aussi rayonnement de fond cosmologique. Fond cosmologique micro-ondes, pourquoi? Parce qu'il est décalé vers le rouge et aujourd'hui on le voit dans les micro-ondes, infrarouge assez lointain. Ou encore en anglais Cosmic Microwave Background ou CMB, et je vous demande par avance de m'excuser si quelquefois, au lieu de dire rayonnement fossile ou rayonnement de fond cosmologique, je dis CMB. C'est vraiment l'habitude. Donc je vais revenir dessus et je vais vous reparler de ce qu'on voit vraiment. Donc lors de la recombinaison, l'univers devient brusquement transparent, et après une dernière diffusion, les photons sont libres de se propager et ils nous parviennent. Donc ce qu'on voit en fait, c'est uniquement ce qui s'est passé lors de cette dernière diffusion. C'est ce qu'on voit, ce qui s'est passé à cette surface-là, la dernière fois qu'ils rebondit essentiellement sur un électron. Donc on voit une image, une surface. On ne voit pas ce qui se passe dans le plasma. On ne voit pas le Big Bang qui est avant, si on veut derrière. On voit juste la surface, 380 000 ans après le Big Bang. Et c'est quelque chose qui nous rappelle en fait ce qui se passe quand on observe le Soleil. Le Soleil, c'est exactement la même chose, c'est exactement le même système, enfin, plus ou moins. C'est un plasma dedans. Hein. Donc, dans le Soleil, il y a des protons et des électrons essentiellement qui interagissent, qui essaient de faire de l'hydrogène et d'autres choses, mais immédiatement, ils sont rayonisés. Les photons sont créés, mais les photons ont beaucoup de mal à nous parvenir. En fait, les photons mettent plusieurs milliers d'années pour aller du centre du Soleil où ils ont été créés, par exemple, jusqu'à la surface du Soleil où ils sont enfin libérés. Et la surface du Soleil, c'est justement le point où la température du plasma est suffisamment refroidie pour que les photons puissent se libérer. Et ce qu'on fait quand on observe le Soleil, c'est exactement ça. On observe la surface du Soleil pour essayer d'en déduire les propriétés de ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Et donc, quand on observe le rayonnement fossile, on fait exactement la même chose. On voit la surface de la diffusion, la surface de la recombinaison, 380 000 ans après le Big Bang, et à partir de ces propriétés, on va essayer d'en déduire ce qui s'est passé avant, donc jusqu'au Big Bang, si c'est possible. Donc, je vais vous montrer différentes images du rayonnement de fond cosmologique, et je vais vous les montrer, évidemment, je vais vous montrer uniquement une hémisphère, je vais vous montrer la voûte céleste entière, et pour ça, on va utiliser toujours la même projection de la voûte céleste, qui est cette projection Mollweide, qui a plein de bonnes propriétés pour les physiciens, c'est pour ça qu'on la présente comme ça. On aurait pu choisir d'autres projections. C'est juste un problème de convention. Donc on va voir souvent ces ovales-là. Donc voilà une première photo de l'univers à 380 000 ans. Elle n'a absolument aucun intérêt. Il n'y a absolument rien à voir. En fait, le rayonnement fossile est presque le même dans toutes les directions. Il est à moins de 2,7 Kelvin, moins 271 degrés Celsius à peu près. Il n'y a absolument rien à voir. Et rien que ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Comment se fait-il que ce rayonnement fossile soit le même dans toutes les directions? C'est pas évident du tout. Hein. Il faut bien voir que quand je regarde dans cette direction-là, je vois un photon qui a mis l'âge de l'univers essentiellement pour parvenir jusqu'à moi. Et quand je regarde dans l'autre direction, je vois un photon qui a mis essentiellement l'âge de l'univers pour parvenir jusqu'à moi. Les deux sont à la même température. Donc l'univers est à la même température dans cette direction-là et dans cette direction-là. Mais le problème, c'est que l'âge de l'univers, en fait, c'est la durée. Enfin, l'âge de l'univers me donne une information sur quelles sont les zones de l'univers qui ont pu être causalement connectées. Et je sais que ce qui se passe dans cette direction-là et ce qui se passe dans cette direction-là ne peut pas avoir été causalement connecté. Il n'y a jamais eu, a priori, d'interaction entre ces deux directions. Comment se fait-il qu'ils aient la même température? Il n'y a aucune raison qu'ils aient la même température. Il faut donc imaginer un processus par lequel ces deux directions, qui ne pourraient pas être normalement causalement connectées, aient pu être causalement connectées. Et c'est justement ce que fait l'expansion au tout début de l'univers, qui crée cette expansion énormément accélérée, et qui explique pourquoi des zones d'univers qui nous apparaissent aujourd'hui, qui devraient être normalement causalement déconnectées, peuvent être causalement connectées, parce qu'elles étaient à une époque causalement connectées, que l'univers s'est étendu à une vitesse extrêmement élevée, plus vite que la vitesse de la lumière en fait, que la taille de l'univers a dépassé le rayon de Hubble, le rayon des zones connectées, que donc des zones qui étaient connectées au début sont devenues non connectées et qu'on les revoit aujourd'hui à la même température. Donc rien que ça, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Puis non seulement ça, mais en fait, ce rayonnement est un rayonnement du corps noir, et c'est exactement ce que prédit notre théorie. Donc c'est un beau rayonnement bien homogène. Donc tout ça colle avec le fait que ces zones ont dû être causalement connectées à une certaine époque. Et voilà les résultats ici de la première mesure, enfin, c'est pas la première, mais la meilleure mesure qu'on ait jamais fait du rayonnement
de corps noirs du rayonnement fossile. Et c'est un accord incroyable avec le modèle. C'est rare de voir de si bon accord. Oui, j'en suis désolé, je ne sais pas comment faire autrement. Ouais. Je ne peux pas l'éloigner. Ouais, mais je peux faire sans, remarquer. Hein. Peut-être que vous m'entendez mieux sans. Ah, alors. On va faire avec, alors. On va faire avec. Je peux essayer de parler plus fort. Donc, l'accord avec le modèle est vraiment incroyable. Alors je vais faire quelque chose de pas très poli. Voilà ce qu'en a tiré un dessinateur américain qui fait des petits dessins comme ça, des petits comics, pas toujours aussi mal polis que ça, souvent sur la physique. Et en gros, bon, je vous laisse traduire pour ceux qui savent traduire. En gros, la science, ça marche très très bien, de façon polie. C'est quand même assez incroyable. Bon, bah, tout ça c'est très bien, mais on peut quand même faire un petit peu mieux. On va pas rester des heures sur un rayonnement qui est homogène dans toutes les directions. En fait, il n'est pas tout à fait homogène. Effectivement, il y a toutes petites distorsions. Et c'est ces distorsions qui vont nous intéresser. Et si on enlève la partie constante de l'image qu'on vient juste de voir, la première chose qu'on voit, bon, c'est pas très intéressant non plus, c'est une grosse variation, un dipôle en fait, une zone plus froide et une zone plus chaude. Et la variation de température est 0,003 Kelvin, donc 0,003 degrés Celsius, hein, puis il n'y a plus de 0 maintenant, autour des 2,7 Kelvin de tout à l'heure. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. C'est un effet Doppler. Vous connaissez très bien l'effet Doppler. Vous avez cette ambulance là qui se déplace entre les deux personnages et il y en a un qui est derrière qui entend un pom, puis l'autre qui est devant il entend pom, parce que l'ambulance se rapproche. Et ça, c'est un effet qu'on connaît bien. C'est l'effet Doppler du son. Il y a le même effet pour la lumière. Et ce qu'on voit en fait quand on voit ce dipôle, eh ben, c'est qu'on est en train de voir notre galaxie, nous, en train de nous déplacer par rapport au rayonnement de fond cosmologique. Alors là, encore une fois, c'est quelque chose... Moi, quand j'étais petit, que j'ai appris la physique, que j'ai appris la mécanique, on m'a appris qu'il n'y avait pas de référentiel privilégié. Il n'y en a pas. On peut changer. Tous les référentiels en translation se valent. Hein. Là, les maths sont clairs. Enfin, la physique est claire là-dessus. Ils se valent tous. Eh ben, ils se valent tous, mais il y en a quand même un qui nous donne une sacrée référence. C'est le référentiel qui nous est donné par le rayonnement de fond cosmologique et le Big Bang. Nous voyons nous déplacer par rapport au rayonnement de fond cosmologique. Alors ça ne remet pas en cause le fait que tous les référentiels se valent. Hein. Mais en tout cas, on en a un qui nous donne une sacrée référence. Et on est capable de mesurer aujourd'hui, c'est une meilleure mesure à vrai dire de la déplacement de notre galaxie par rapport au rayonnement de fond cosmologique. Et on le voit très très bien. Bon, tout ça est très bien, mais ça ne nous dit pas encore grand-chose sur le Big Bang. Alors on va enlever cette partie-là. Et voilà ce qu'on voit quand on enlève le dipôle. On voit quelque chose qui est encore 10 fois plus petit. Et c'est ça qui nous intéresse. On voit de toutes petites variations de température qui dépendent de l'endroit où on regarde. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, c'est tout causalement connecté, il n'y a pas de problème, c'est homogène, là et là c'est pareil, on voit la même température. Eh bien non, il y a une toute petite variation, toutes petites anisotropies de température. Et ces toutes petites anisotropies de température sont en fait la signature des inhomogénéités primordiales. Et ces inhomogénéités primordiales, on en a énormément besoin pour expliquer comment est structuré l'univers aujourd'hui. En effet, si l'univers est homogène, donc il a été causalement connecté partout, tout est bien homogène, ça ne serait pas très intéressant. Peut-être une grosse structure au milieu et ça serait tout. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit dans l'univers. On voit quand même qu'aux très grandes échelles, il est très homogène, mais quand même quand on regarde aux petites échelles, on voit ces galaxies, ces amas de galaxies, on voit qu'il y a une inhomogénéité. Et pour faire cette inhomogénéité, il faut une inhomogénéité primordiale qui doit être créée au moment du Big Bang, justement, par notre modèle d'inflation. Et c'est ces inhomogénéités primordiales qui, par attraction gravitationnelle, en fait, vont créer les grandes structures qu'on voit aujourd'hui. Et c'est la même chose qu'on voit dans le rayonnement de fond cosmologique. On le voit ici sur cette jolie vidéo, que je ne vais pas mettre en entier parce qu'elle est assez longue. C'est une simulation numérique réalisée par des collègues de l'Institut astrophysique de Paris. On voit, au début, on a vu un ensemble qui est à peu près homogène, puis on voit la matière se structurer. Donc ça, la taille de la boîte, c'est une fraction de la taille de l'univers. Donc l'univers est en expansion, donc la distance ici diminue. Hein. Et ça, ceci nous donne une idée du temps. Donc c'est le décalage vers le rouge. Quand on arrive à 0, c'est aujourd'hui. Donc là, on est pas. Alors 1000, c'était le Big Bang. On est parti seulement de 6. Hein. 1000, pardon, c'était le rayonnement de fond. On est parti seulement de 6. Alors là, voilà la même chose, mais où on montre non plus un certain type de matière, etc., etc.
magnifiques images. Là, c'est un zoom et on voit les galaxies se former, etc. Enfin, c'est vraiment fantastique. En tout cas, on a besoin de ces inhomogénéités primordiales et le rayonnement de fond cosmologique nous les montre. Ou plus exactement, il nous montre deux choses différentes. En fait, si on reprend cette carte du début et qu'on la découpe entre les tâches assez grandes, aux grandes échelles, les tâches qui ont plus d'un degré, et les tâches qui ont moins d'un degré, on voit deux choses différentes. En fait, les tâches qui sont plus grandes qu'un degré sont des tâches qui, à l'époque de l'émission du rayonnement de fond cosmologique, étaient plus grandes que le rayon de Hubble. C'est-à-dire que ce sont des tâches pour lesquelles la lumière n'a pas eu le temps de parcourir d'un bord à bord. Donc celles-là, s'il y a des tâches là, et qu'elles sont plus grandes qu'un degré, ça veut dire qu'il faut quelque chose qui a créé des zones causalement connectées plus grandes que ce que la lumière a pu faire. Et ça, c'est la signature vraiment du modèle primordial. Et puis les choses plus petites, en plus petites échelles, en fait, bah oui, là, la matière a eu le temps d'interagir, la lumière a eu le temps d'interagir. Et ce qu'on voit, en fait, c'est le fait que la lumière s'est effondrée dans les puits de potentiel gravitationnel. Donc les inhomogénéités primordiales, on crée des zones où il y a un peu plus de matière, un peu plus dense, des zones un peu moins denses. Les zones plus denses, par attraction gravitationnelle, vont attirer tout ce qui est autour, et la lumière aussi. La lumière va tomber dans ces zones plus denses, on voit ici, hein, et en tombant, elle va se comprimer, elle va se réchauffer. Donc elle va faire des zones plus chaudes. Puis elle va passer à travers la lumière, hein, et puis elle va se détendre et se refroidir. Zone plus froide, etc., etc., etc. Et donc on va avoir des zones de plus en plus petites, etc., qui dépendent de l'échelle, qui nous donnent une information sur la taille des structures connectées, l'évolution des grandes structures à cette époque-là. Ce qu'on voit en fait, ici, c'est rien de plus qu'une onde sonore, l'onde sonore de la lumière qui tombe dans ces puits de potentiel gravitationnel. Donc voilà ce qu'il y a là-dedans. Mais c'est pas tout. Ce rayonnement de fond cosmologique est aussi polarisé. Cette polarisation porte une information complémentaire. La polarisation, qu'est-ce que c'est ? Je crois qu'il y a encore l'exposition ici justement sur la polarisation de la lumière et Planck, ou c'est déjà fini ? Je ne sais plus si elle est finie ou pas. Donc il y en a eu une ici. En tout cas, la polarisation de la lumière, c'est une des propriétés que porte la lumière. En fait, la lumière, c'est une onde électromagnétique. Donc il faut dire comment aussi le champ électrique, par exemple. Et il peut osciller soit de façon rectiligne, soit de façon elliptique, soit de façon circulaire dans sa propagation. Ceci nous définit en fait des polarisations différentes. La lumière classique qu'on voit, c'est la superposition de plusieurs ondes avec plusieurs polarisations particulières. Différents processus physiques permettent de sélectionner ou de créer des polarisations particulières. C'est justement ce qu'on utilise pour certains systèmes de projection tridimensionnelle. On projette deux images décalées comme pour nos yeux, avec polarisées de façon différente, et puis ensuite on a des polariseurs qui sélectionnent des polarisations différentes, ce qui nous permettent de voir deux choses différentes avec nos deux yeux, alors qu'on est en train de regarder qu'un seul écran. Donc on connaît bien la polarisation. Mais il se trouve que le rayonnement de fond cosmologique est lui aussi polarisé, et qu'il est polarisé à travers un processus assez particulier qui se passe sur la surface de la diffusion et qui est dû à la façon dont la dernière diffusion en fait se fait. Cette polarisation en fait trace en partie l'endroit où sont les points chauds et les points froids sur la surface de la diffusion, et on voit ici une moyenne autour des points chauds des cartes ou des points froids et une moyenne de la polarisation observée autour. On voit qu'il y a une assez bonne corrélation entre les deux. C'est bien ce qu'on attend. Donc voilà tout ce qu'on voit dans ce rayonnement de fond cosmologique. Mais évidemment, le voir c'est bien, mais il faut encore pouvoir se ramener à une théorie qui nous permet d'expliquer l'univers primordial et de comprendre ce qui se passe après le Big Bang. Et notre théorie, en fait, elle n'explique évidemment pas tout. Elle nous explique en particulier pas ce qu'il y a dans les cartes. Elle ne nous explique pas qu'il y a un point chaud par ici et qu'il y a un point froid par là. Ça, on ne peut pas l'expliquer. Par contre, on peut expliquer qu'il doit y avoir des points chauds et des points froids, et que s'il y a un point froid dans cette direction, il y a une certaine probabilité d'avoir un autre point froid ou un point chaud dans cette autre direction. Donc ce qu'on sait, en fait, ce qu'on sait prédire avec notre théorie, ce n'est pas les cartes elles-mêmes, mais ce sont les propriétés statistiques de ces cartes, et en particulier, on appelle le moment à deux points, donc c'est juste ce que je viens de vous dire, le fait que les points chauds et les points froids sont corrélés préférentiellement à une certaine distance. Et c'est ce qu'on prédit. Alors ici, je vous montre justement la théorie en vert et les points de mesure de Planck. Je vous le remontrerai, parce qu'encore une fois, c'est comme tout à l'heure, voilà les mesures que Planck a données en 2013 des anisotropies de température, et voilà la théorie
qui colle avec ces mesures. On a juste changé les paramètres de notre théorie jusqu'à ce qu'on obtienne le meilleur accord possible. Et encore une fois, on a un accord assez incroyable avec la théorie. On a des données quand même qui sont d'une qualité incroyable. En d'autres termes, on a une masse d'informations sur la première lumière de l'univers, ce qui s'est passé 380 000 ans après le Big Bang, juste après le Big Bang, au regard de l'âge de l'univers, qui est d'une incroyable qualité. On en sait sans doute plus là-dessus que sur ce qui se passe au fond de nos océans. Ça me semble assez incroyable. Donc, maintenant, la question, c'est comment on fait pour l'observer. J'ai juste évoqué quelques grands temps forts. Le premier, évidemment, c'est la première observation qui était réalisée au Bell Labs par Penzias et Wilson en 65. Ils leur a valu un Nobel en 78. Ils ne cherchaient pas du tout le rayonnement de fond cosmologique. Ils cherchaient autre chose. Ils avaient cette grande antenne. Ils avaient une interférence qu'ils ne comprenaient pas du tout. Il se trouvait qu'ils avaient des copains à Princeton qui, eux, savaient de quoi il s'agissait. Ils ont compris de quoi il s'agissait. Ils ont fait la première mesure et ils ont eu le Nobel. Donc on peut avoir de la chance. Et ce n'était pas des fientes de pigeons comme ils pensaient au début. Il y a eu aussi, bien sûr, après cette découverte, il y a eu beaucoup de mesures au sol, mais en 92, la NASA a lancé un satellite définitif pour mesurer au mieux la première courbe que je vous ai montrée, celle de la loi du corps noir du rayonnement fossile, et ça a été réalisé par Kobe, qui a valu encore en 2006 un Nobel à ses principaux instigateurs. Et Kobe non seulement a mesuré cette loi du corps noir, a mesuré le dipôle, notre vitesse par rapport au rayonnement fossile, et a mesuré aussi cette première carte des anisotropies, cette fois-ci aux très très grandes échelles, donc des choses qui n'auraient pas dû être causalement connectées, sauf justement s'il y a un modèle pour nous l'expliquer. Plus tard, il y a eu encore de nombreuses mesures, mais une qui me tient particulièrement à cœur, c'était Boomerang en 98, qui a fait la première observation du premier pic acoustique, donc cette première onde de compression de la lumière dans les pics potentiels gravitationnels, qui nous donne une information sur la géométrie de l'univers. Et c'est à partir de cette mesure-là et de la mesure de l'accélération de l'univers via les explosions de supernovae qu'on a conclu que l'univers devait être plat, qu'il devait y avoir une constante cosmologique. C'est aussi ce qui a dû un Nobel récemment aux mesures d'explosion de supernovae. Donc, c'est un résultat très important aussi. Et puis en 2003, le WMAP, le Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, a observé avec assez bonne résolution les anisotropies de température du rayonnement fossile, donc les 3 premiers pics acoustiques, une partie de cette courbe-là, donc une certaine résolution. Et puis pour la première fois, elle a donné des indications sur la polarisation, indications encore assez parcellaires. Et puis, il y a eu encore pas mal d'autres mesures, mais celle qui m'intéresse, c'est celle de Planck. Planck, le voici, c'était un physicien allemand qui, entre autres choses, fait plein de choses très bien, monsieur Planck. Entre autres choses, il a déterminé la loi qui décrit le rayonnement du corps noir. Et c'est parce qu'on est en train d'observer un corps noir, bien que Planck ne réobserve pas cette courbe-là, qu'on a nommé ce satellite Planck. Voici Planck, il n'est pas très beau, beaucoup moins beau que monsieur Planck. C'est un télescope qui était à L2 et qui fait plein de résultats. Je vais revenir sur tous ces résultats-là. Et c'est un projet assez lourd de l'ESA qui a mis près de 20 ans à se faire et de nombreux laboratoires, dont au premier plan le CNES, le CNRS, etc. C'est un bébé de 2 tonnes avec 2 instruments qui a fait 5 observations complètes du ciel avec les 2 instruments, plus 4 de plus avec un des 2 instruments. C'est un gros projet, 400 chercheurs, et c'est un projet qui, en gros, flirte à peu près avec un peu moins d'un milliard d'euros de coût, mais c'est 1 milliard d'euros qu'il faut étaler sur une vingtaine d'années. Donc, bon an, mal an, c'est à peu près 8 centimes par Européen et par an. Je vous remercie. Mais je crois que c'est aussi très bien pour vous aussi, parce que il nous a rapporté énormément d'informations. C'est pas très très cher. Ce télescope spatial avait donc 2 instruments, HFI et LFI, donc c'est l'équivalent de notre télé du début, mais évidemment ils sont beaucoup plus précis que cette télé. Au milieu, HFI, autour LFI. HFI est un instrument plutôt français, LFI est un instrument plutôt italien, donc je vais plutôt vous parler de HFI, de toute façon c'est le meilleur instrument, comme on s'en doutait. Le voilà en gros plan pendant qu'on était en train de le tester. HFI a été réalisé en grande partie, piloté par l'Institut d'astrophysique spatiale à Orsay. Et le traitement des données a été piloté par l'Institut astrophysique de Paris, le laboratoire dans lequel je travaille. Mais évidemment, il n'y avait pas que nous, il y avait de nombreux laboratoires français, donc voici une petite liste. Et puis 16 pays, donc de nombreux laboratoires étrangers, européens et américains. Voici un écorché
de cet instrument HFI. En gros, il y a deux bouts, hein. Cette partie-là, c'est une partie des frigos. Cette partie-là, c'est la partie qui fait vraiment la mesure. Les frigos sont extrêmement importants. On est en train de mesurer un rayonnement qui est aux alentours de 2,7 Kelvin. Et puis, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le rayonnement à 2,7 Kelvin, c'est les petites variations de 10 à 100 000 fois plus petites autour de ces 2,7 Kelvin. Donc si on fait ça à température ambiante, c'est sûr qu'on ne va rien voir. Alors, on va dans l'espace, déjà on a un peu plus froid, mais ça ne suffit pas. Il faut refroidir nos instruments, et on va les refroidir jusqu'à 0,1 Kelvin. On n'est pas encore à un 10 millième ou un 100 millième de Kelvin, mais après, on arrive à partir de cette température-là, avec des instruments très précis, à obtenir l'information qu'il nous faut. Mais pour descendre à 0,1 Kelvin, c'est quand même assez compliqué. C'est un plan focal qui est à peu près cette taille-là, hein. Donc il faut refroidir tout ça. Et pour ça, on a un frigo très compliqué avec 4 étages différents, dont le dernier est tout simplement James Bondesque, puisqu'il s'agit de faire une dilution de l'hélium 3, entre l'hélium 3 et l'hélium 4. Et l'hélium 3, ça n'existe pas. Pour le faire, il faut faire du plutonium essentiellement. Et le plutonium, il n'y en a pas. Donc pour acheter de l'hélium 3, il faut demander à des gens qui font du plutonium. Les gens qui font du plutonium n'ont pas trop envie qu'on sache combien de plutonium ils font, pour des raisons militaires, semble-t-il. Donc c'est vraiment James Bondesque, mais on a réussi à en acheter. On a épuisé les stocks d'hélium 3 pendant quelques années. Ça a été assez compliqué à acheter pour ne pas faire monter les prix. Il n'y a que les Russes qui en vendent, à vrai dire, parce qu'ils sont obligés de dire combien de plutonium ils font au titre des accords avec les États-Unis. Ce qui veut dire en fait que quand on n'a plus d'hélium 3, on ne peut plus refroidir et l'instrument s'arrête. Et c'est pour ça que la mission a duré seulement 21 mois et qu'on n'a fait que 5 couvertures du ciel. Sinon on aurait pu continuer beaucoup plus longtemps. Voilà pour les frigos. L'autre bout, bien sûr, c'est les détecteurs. Donc on voit ces espèces d'orgues ici, hein. Là, ces orgues en fait sont des guides d'onde et des filtres qui vont sélectionner la fréquence qui nous intéresse, qui vont amener les photons de la bonne fréquence jusqu'aux bolomètres qui sont ici, qui sont tout petits, qui sont essentiellement des super thermomètres. En gros, c'est une matrice de fils, un photon tombe, il réchauffe les électrons dans les fils, et on a un petit thermomètre extrêmement précieux, un bolomètre, qui mesure cet échauffement, et c'est ainsi qu'on fait la mesure. Donc tout ça a été lancé le 14 mai 2009 avec son cousin Herschel, ou son frère Herschel, sur une Ariane 5. Donc tout ce machin de haute précision avec ses frigos très précis a été secoué comme c'est pas permis sur une fusée. Tout ça est allé assez loin puisque notre position d'observation était au point de Lagrange 2 du système Terre-Soleil, qui est à peu près 4-5 fois la distance Terre-Lune. Donc les points de Lagrange sont des points qui sont stables dans le système Terre-Soleil, qui nous permettent d'orbiter autour du Soleil, mais en restant toujours avec la même vue sur la Terre, ce qui est pratique pour obtenir des données. C'est embêtant si on tourne comme ça et qu'on ne voit pas bien. Et puis L2 en plus, il est assez loin du Soleil. Et puis il a un autre avantage aussi, c'est qu'il est en fait, c'est un point sel. Il est stable que dans une seule direction, et il est instable dans l'autre. Donc la poussière, les saloperies qui sont là sont poussées. Et dans une direction, tandis que le satellite n'a plus qu'à compenser dans l'autre direction pour rester en orbite autour du point de L2. C'est un point très très bien pour faire des observations. Autour du point de L2, donc, le satellite tournait le dos au Soleil et tournait sur lui-même en 1 heure, faisait un cercle, puis dépointait légèrement, recommençait, etc. etc. C'est bien qu'au bout de 6 mois, et après une demi-rotation autour du Soleil, on avait une couverture du ciel complet, puis au bout d'un an de couverture du ciel, etc., etc., etc. Et tout cela a continué jusqu'au 23 octobre 2013, l'anniversaire de mon père, c'est facile à retenir, date à laquelle on a envoyé les dernières commandes. Voici la liste des dernières commandes, si vous pouvez les déchiffrer. Il s'agissait de vider entièrement la mémoire de la machine, enfin de l'ordinateur de bord, l'écraser afin qu'on soit sûr qu'il ne fasse pas des bêtises et qu'il se remette en route parce qu'il a reçu un rayon cosmique au mauvais endroit. Donc il est toujours là-haut, sur une orbite de garage, mais il ne fait plus rien. En tout cas, il nous a donné ceci, qui sont des observations du ciel, micro-ondes, grâce aux 2 instruments. 3 observations du haut viennent de LFI, dans 3 fréquences, et 6 du bas viennent de HFI. Et ceci ne ressemble pas du tout à ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Il y a cette espèce de grosse ligne rouge et blanche là au milieu, affreuse, qui cache entièrement ce qui nous intéresse, qui est dessous.
Eh oui, parce que malheureusement, le rayonnement fossile n'est pas du tout la seule source de lumière dans l'infrarouge. Il y a toutes sortes de processus astrophysiques, au premier rang desquels notre galaxie, qui ont le mauvais goût d'émettre dans l'infrarouge et de cacher le rayonnement de fond cosmologique. Alors fort heureusement, tous ces processus n'émettent pas dans l'infrarouge de la même façon que le rayonnement de fond cosmologique. Ça, c'est en bleu ici, c'est une autre façon de voir la loi de Planck que je vous ai montré tout à l'heure. Donc en fonction de la fréquence, quelle est l'amplitude d'émission. Tandis que ces différentes lignes-là nous donnent l'amplitude des différents avant-plans. Et on voit que le rayonnement de fond cosmologique dépasse à peine. Mais comme les lois d'émission sont différentes, on se dit que si on observe dans différentes fréquences, et on le voit bien là, on doit être capable, en faisant des soustractions, des additions intelligentes entre ces différentes cartes, d'obtenir ceci. Et on y arrive. Bon, dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Il faut faire des maths assez avancées pour y arriver, mais on y arrive. Et on arrive non seulement à faire ça, mais à aussi obtenir énormément d'informations sur ces autres processus astrophysiques. Donc Planck, c'est une façon d'observer la première lumière de l'univers, évidemment, mais c'est aussi une façon d'en apprendre énormément sur de nombreux autres processus astrophysiques, et au premier rang desquels ce qui se passe dans notre galaxie, à vrai dire. Donc voilà, en gros, pour le rayonnement fossile, pourquoi c'est intéressant d'observer, et comment Planck l'a observé. Maintenant, je voudrais vous donner quelques idées sur 4 résultats importants qu'a obtenu Planck, qui sont des résultats qui viennent de ce que Planck a livré en 2013, il y a maintenant 2 ans, et ce que Planck a livré très récemment au début de l'année 2015 et fin 2014. Première chose dont je voudrais vous parler, c'est le contenu de l'univers. Donc à partir de ces cartes de température et de polarisation que je vous ai montrées depuis tout à l'heure, on mesure leurs propriétés statistiques. Ce sont toutes ces courbes que je vous montre ici. Ce sont les propriétés statistiques, donc à 2 points, de la carte de température. Encore une fois, nous donne l'information sur la probabilité qu'il y ait un point chaud dans cette direction-là et un point chaud dans cette direction-là, partout sur le ciel. Et ça, c'est la même chose pour la polarisation. Et ça, c'est la même chose pour la température et la polarisation. C'est-à-dire, ça me donne une information sur la probabilité que s'il y a un point chaud dans cette direction sur le ciel, eh bien, je vais voir la polarisation d'une certaine façon dans cette autre direction. Et on a vu tout à l'heure que les deux devaient être en partie corrélés, puisqu'on a vu quand on moyennait autour des points chauds et des points froids du rayonnement de fond cosmologique, on avait une polarisation qui était très cohérente. Et donc bien une corrélation entre les deux, on la mesure très bien ici. Donc toutes ces informations statistiques, on les confronte aux modèles, qui sont ici les lignes rouges qu'on a tracées, et ceci nous donne une information sur le modèle cosmologique, les paramètres du modèle cosmologique. Ça, ce sont les derniers résultats, et ce sont les derniers résultats dont on est très très satisfait pour la température, assez satisfait pour la polarisation, parce qu'on sait qu'on a encore des systématiques résiduelles qui sont montrées ici par des lignes vertes, ou plutôt par des lignes vertes. On a notre meilleure tentative à ce jour pour expliquer ces oscillations-là qu'on voit dans les graphes de résidus, qui nous ennuient beaucoup. On n'a pas encore fini le travail. Mais je voudrais quand même vous donner une idée de la qualité des résultats. Ça, c'est ce qu'on savait sur la polarisation, c'est l'équivalent de ces 2 courbes ici, avant Planck. L'amélioration amenée par Planck est assez incroyable. Ça, c'est le résultat combiné de nombreuses expériences au sol, qui sont faites avec la technologie qui est souvent bien meilleure que Planck, mais sur des petites surfaces du ciel et perturbées par l'atmosphère. Planck est une machine vraiment incroyable, entre autres parce qu'elle est dans l'espace. En tout cas, pour revenir à ce qu'on tire de ces courbes, eh bien, essentiellement, on apprend les paramètres du modèle cosmologique qui sont essentiellement une information sur le contenu de notre univers. Et ce qu'on voit dans ces camemberts ici, en fait, on a une double évolution, une évolution dans le temps, vraiment, de ce qui s'est passé, et puis une évolution de notre connaissance. Ça, c'est ce qu'on savait avant Planck du contenu de l'univers, après les premiers résultats de Planck, et voici ce qu'on sait après les derniers résultats de Planck. Et ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, notre univers est fait de pas mal de choses qu'on ne connaît pas du tout, dont on reparlera sans doute dans la dernière conférence, qui sont l'énergie sombre, qui expliquerait l'expansion accélérée de l'univers qu'on voit aujourd'hui, la matière sombre, on ne sait pas ce que c'est, mais qui explique la structuration de matière dans l'univers, et puis, pour un peu moins de 5%,
la matière ordinaire, quand les astronomes appellent la matière baryonique, dont vous et moi sommes faits. Donc c'est un succès, on sait de quoi est fait l'univers, mais c'est un semi-échec parce que 95% du contenu de l'univers est fait de quelque chose dont on ne sait pas du tout ce que c'est, à part quelques propriétés. Donc on sait ça, mais ce que nous apprend le rayonnement fossile et les paramètres du monde cosmologique, c'est aussi comment cela évolue. Parce que, en fait, à cause de l'expansion, ces différentes densités d'énergie, c'est ça qu'on mesure en fait, évoluent différemment dans le temps. Et donc si on revient au moment de la recombinaison, en fait, l'univers était dominé par la matière sombre, mais aussi par le rayonnement, évidemment, c'est le rayonnement fossile, qui n'était pas encore décalé vers le rouge, donc dont la densité d'énergie était encore assez élevée, par les neutrinos. Donc il y a sans doute une information sur les neutrinos dans les cartes de Planck, aussi par la matière ordinaire. Puis on voit comment ça évolue, et ça évolue vers un futur plus ou moins rigolo, puisque dans 10 milliards d'années, donc presque dans le double de l'âge de l'univers, l'univers sera quasiment dominé par l'énergie sombre, il sera en train de s'étendre de plus en plus vite. Ça va être un endroit pas très rigolo, il fera très froid et on verra plus grand chose. Bon, c'est dans 10 milliards d'années, il y a un peu le temps. Alors, sur toutes ces choses inconnues, on a une dont je voudrais vous reparler, qui est la matière noire. Et la question que je voudrais poser maintenant, c'est comment est-ce que cette matière sombre est répartie dans l'univers? On a vu qu'elle n'était certainement pas répartie de façon homogène, et que ceci était lié aux inhomogénéités primordiales liées à l'inflation. Alors une façon simple de savoir où est la matière dans l'univers, on envoie un télescope spatial, par exemple on regarde très très loin, on regarde où sont les galaxies et on voit où est la matière dans l'univers. Le problème c'est que la matière qu'on voit ici, c'est uniquement la matière qui émet, la matière, je veux dire, lumineuse. C'est une toute petite partie de cette toute petite partie de la matière. Donc la matière ordinaire c'est 5% du contenu de l'univers, c'est une petite partie de la matière dans l'univers, et la matière qui en plus a le bon goût d'émettre à des fréquences qu'on peut observer, c'est encore plus petit que ça. On est donc dans cette situation, voilà une belle image de la NASA, de la Terre de nuit, où on est en train d'observer les phares, et à partir des phares, on se demande où diable sont les terres émergées. Alors ça marche assez bien sur les côtes et dans l'hémisphère nord, ça marche beaucoup moins bien en Afrique. Alors, on espère que c'est pas tout à fait la même chose pour les galaxies, donc la matière lumineuse, les étoiles, et la matière noire. De bonnes raisons de penser qu'il y a effectivement un biais entre les deux, mais qu'il n'est pas aussi marqué qu'entre l'Europe et l'Afrique. Néanmoins, en observant que les phares, on n'a qu'une idée assez biaisée de la distribution de matière dans l'univers. Alors, comment faire autrement? Alors, il se trouve que la relativité générale est assez sympa avec nous, et qu'elle nous donne une façon de faire qui consiste à utiliser les effets de lentilles gravitationnelles. Donc c'est un effet qui est prédit par la relativité générale, qui nous dit simplement que le trajet des photons doit être perturbé lorsqu'ils croisent des puits de potentiel gravitationnel. D'autant plus perturbé qu'ils croisent des puits de potentiel gravitationnel forts qui sont près d'eux. Et ça fait des effets magnifiques, comme ces anneaux d'Einstein ici, où dans le cas où on a un alignement parfait entre un objet d'arrière-plan, un objet massif, galaxie et nous, mais où l'objet massif est exactement au milieu entre nous et l'objet d'arrière-plan, eh bien, toute la lumière de l'objet d'arrière-plan nous parvient en faisant le tour de l'objet massif et on l'observe comme cet anneau ici. Quelque chose d'assez fantastique, et ça nous permet, par cet effet d'amplification, puisque de la lumière qui ne vient pas vers nous, en fait, se retrouve renvoyée vers nous par cet effet de lentille, on se retrouve en mesure du coup de capturer beaucoup plus de lumière d'objets très lointains et d'observer des objets plus lointains que ce que nos instruments nous permettraient de faire. Alors ça, c'est quand on a des alignements parfaits. Mais en fait, de la matière dans l'univers, il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Et donc, des puits de potentiel, il y en a tout le temps. Et donc, dans leur trajet entre la surface de la diffusion et nous, eh bien, les photons vont croiser de nombreux puits de potentiel gravitationnels. Et à chaque fois, ils vont avoir des tout petits déplacements, un peu par ici, un peu par là, comme on montre ici. Donc, ces tout petits déplacements vont faire que l'image que l'on voit du rayonnement de fond cosmologique est légèrement trouble, elle est légèrement déformée. Je vais prendre une analogie assez simple. Imaginez que vous regardiez le fond d'une piscine, comme là, dans lequel il y a un beau carrelage bien régulier. Là, vous allez le voir légèrement déformé, parce qu'il y a des turbulences dans l'eau. Enfin, des effets de lentilles.
pas gravitationnelle cette fois-ci, juste à cause de la réfraction dans l'eau. Si on est très malin et qu'on sait quelle est la forme du carrelage, on devrait être capable, à partir de cette image-là, de reconstruire la forme des turbulences dans l'eau, juste en utilisant cet effet de lentille, en utilisant le fait que le carrelage est régulier. Alors ici, on va faire exactement la même chose avec le rayonnement de front cosmologique, sauf que là, le carrelage, je savais quelle tête il avait. Le rayonnement de front cosmologique, je ne sais pas quelle tête il a. Donc il faut que je découvre des petites déformations sur une image dont je ne connais pas l'image de départ. Mais ce qui est important dans ce carrelage, ce n'est pas que je le connaisse, c'est qu'il soit régulier. Et on peut donc utiliser des propriétés de régularité de rayonnement de front cosmologique, qui nous sont données par notre théorie, afin de reconstruire ceci, qui est une carte aux grandes échelles de la distribution de matière dans l'univers. Alors évidemment, comme on ne connaît pas l'image de départ, on va faire un très bon travail, mais ça c'est déjà un travail incroyable. Ce que je vous montre ici, donc c'est pareil cette fois sur deux hémisphères, avec des trous qui correspondent à l'endroit où les données sont cachées par la galaxie, c'est la distribution de toute la matière projetée dans l'univers autour de nous, aux très grandes échelles. C'est une image qui est encore assez floue et qu'il faut comparer au premier atlas du monde, qui est encore imprécis, mais qui nous donnait déjà des informations incroyables sur où nous sommes. Et là, cette carte-là nous explique, entre autres, où nous sommes dans l'univers. Alors, on n'est pas sur cette carte, bien sûr, hein. C'est toute la matière autour de nous. Nous, on est au milieu. Mais au moins, on sait comment on répartit cette matière dans l'univers. Encore une fois, notre théorie ne nous permet pas de déterminer où devrait être la matière, mais elle nous permet de déterminer quelles sont les propriétés statistiques de cette distribution de matière, et c'est ce qu'on montre ici. On compare les résultats donc, des 2 derniers jeux de données de Planck avec d'autres mesures qui ont été faites aussi par d'autres télescopes au sol. On a un excellent accord avec les données, et ces informations nous donnent des informations complémentaires sur les propriétés des neutrinos, leur masse en particulier, et sur les propriétés possibles de l'énergie sombre. Je ne vais pas aller plus dans les détails. Je vais passer à un troisième point, qui est la question de quand se sont allumées les étoiles. Alors au moment où se sont allumées les étoiles, il s'est passé plein de choses assez intéressantes. Et entre autres, quand elles se sont allumées, elles ont commencé à réchauffer le gaz autour d'elles et à le rayoniser. Et elles ne se sont pas allumées partout au même moment. Elles sont alisées, alors c'est ce qu'on voit ici. Ici, c'est une image en fait du gaz non ionisé et ici ionisé dans une simulation sur une tranche d'univers au cours du temps. Et on voit que dans ces simulations, les étoiles sont allumées ici, là, on fait des bulles où elles ont rayonisé le gaz autour d'elles, puis de plus en plus jusqu'à quel point que tout le gaz était ionisé. Et ce qui va se passer pour notre rayonnement de fond cosmologique, ce qui va se propager, puis il va taper dans une bulle où il y a du gaz rayonisé, il va rediffuser, et puis il va taper de plus en plus sur des bulles où il y a du gaz ionisé, il va diffuser de plus en plus, mais comme l'univers est en expansion, ce gaz ionisé se dilue de plus en plus, et la probabilité qu'un photon tape sur un électron libre qui permet de faire une diffusion devient de plus en plus faible. Et donc les diffusions vont cesser. Donc cette série de diffusions va nous laisser une information dans le rayonnement de fond cosmologique qui nous permet de déterminer à peu près à quelle époque, en moyenne, les premières étoiles se sont allumées. Et on peut le faire en fait à travers l'observation de la polarisation. Et cette trace en fait est assez simple à comprendre. Il se passe exactement la même chose sur ces bulles de gaz que ce qui s'est passé sur la surface de la diffusion. Et donc, on va recréer de la polarisation au moment de l'allumage des premières étoiles. Et encore une fois, on va recréer de la polarisation sur des échelles caractéristiques qui sont assez intéressantes. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, les seules échelles caractéristiques où on a pu créer de la polarisation sont les échelles qui étaient causalement connectées, qui sont en gros, qu'on voit aujourd'hui à peu près avec 1 degré sur le ciel. Mais la rayonisation s'est passée beaucoup plus tard. Et donc la taille de ces bulles de rayonisation par rapport à nous aujourd'hui est de 20 degrés sur le ciel. Et donc encore une fois, si on sépare les grandes échelles et les petites échelles de la polarisation du rayonnement de fond cosmologique, on obtient une information différente, une qui vient de la polarisation primordiale et l'autre qui vient de la rayonisation. Encore une fois, si on trace cette courbe qui nous donne l'information en ouverture, en fait, c'est ce tout petit bout-là de la courbe-là qui nous donne une information sur la polarisation, qui est zoomée ici, et c'est ça qu'il faut chercher sur la ionisation, et c'est ça qu'il faut chercher pour obtenir une information sur l'époque de l'allumage des premières étoiles. Et voilà le résultat qu'on a avec Planck, un résultat qui est assez différent de ce qu'on avait avec WMAP. Donc en gros, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'époque d'allumage des premières étoiles, c'est à peu près 550 millions d'années après le Big Bang. Ce qui est 100 millions d'années plus
tard que ce qu'on savait auparavant avec WMAP. Et cette différence-là, c'est la différence entre la courbe pointillée qui est là et la courbe noire qui est là. La pointillé fin pardon, et pointillé gros. Donc la courbe en pointillé gros donne une nouvelle, meilleure date d'allumage des premières étoiles. Et voilà quelque chose de nouveau qu'on a appris avec Planck. Enfin, je vais conclure avec une dernière chose encore plus ambitieuse, qui est, a-t-on vu les premiers signes de gravité quantique? Alors je vous l'ai dit, je triche un peu. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant la gravité quantique que en fait cette inflation. Donc cette inflation, en fait, c'est ce qui explique cette expansion accélérée, c'est ce qui explique ces inhomogénéités primordiales, et c'est créé par un champ encore inconnu, qui était de pression négative, qui imposait une expansion exponentielle à l'univers juste après le Big Bang. Et c'est un champ qui a cette propriété-là parce qu'il est en train d'évoluer lentement dans son potentiel. Il est en train de tomber dans son potentiel, comme sur les montagnes russes ici. Quand il est au fond de son potentiel, en fait, eh bien, il arrête de causer l'expansion. En fait, il va se désintégrer et il va créer les premières particules élémentaires. Mais ce champ a en plus de ça des propriétés quantiques. Et donc, en fait, il n'est jamais vraiment là, il est toujours en train d'osciller. En étant en train d'osciller tout le temps, à cause de ces fluctuations quantiques, eh bien, il va laisser des toutes petites inhomogénéités dans l'univers primordial. Et c'est ces toutes petites inhomogénéités qu'on va voir encore une fois aujourd'hui. Et ces inhomogénéités sont de deux types différents, des homogénéités dites scalaires, c'est lié à leurs propriétés géométriques en fait, et des inhomogénéités dites tensorielles, encore une fois c'est lié à des propriétés géométriques, qui sont essentiellement des ondes gravitationnelles. C'est des ondes qui se propagent en déformant l'univers au fur et à mesure de la propagation. Alors, il peut y avoir d'autres types d'inhomogénéité, mais en fait, quand on écrit les équations, on se rend compte qu'il n'y a que ces deux-là qui peuvent subsister à l'expansion accélérée de l'univers. Et selon les modèles et les théoriciens, tout cela peut être dû alors au choix, à de la gravité quantique, la théorie des cordes, au champ de Higgs, ça c'est des choses à la mode récemment, avec la gravité quantique qui est pas mal en pointe, ou alors la gravité quantique couplée au champ de Higgs, ou alors à quelque chose de complètement encore différent, ou quelque chose d'encore inconnu, mais en tout cas, dans tous ces origines possibles, on arrive toujours à écrire un modèle qui a des propriétés assez génériques, qui nous permettent d'avoir cette évolution d'un champ dans son potentiel, et à partir duquel on est capable de faire toutes les prédictions théoriques que je vous ai montrées jusqu'à présent. Donc encore une fois, c'est l'inflation qui explique ces inhomogénéités aux grandes échelles. Et cette inflation, à travers les inhomogénéités scalaires qu'elle crée, on a déjà quelques informations. Voilà un résultat de Planck qui est absolument illisible à part pour un spécialiste, qui nous montre les contraintes sur différents modèles. Je vous l'ai dit, il y en a une forêt, il y en a plus de 200. J'ai des collègues dont la spécialité est de faire, à chaque fois qu'il y a de nouveaux résultats, un compendium de tous les modèles et de est-ce que ces modèles sont encore possibles ou pas, etc. Et le papier, systématiquement, fait presque 300 pages. Ils appellent ça une encyclopédia inflationaris. Et le but du jeu est justement de faire le tri dans tous ces modèles possibles. Mais pour faire le tri, il faudrait voir ces ondes gravitationnelles primordiales, et celles-là, on les a encore jamais vues. Et pour les voir, il faut que je revienne à la polarisation et à ses propriétés géométriques. En fait, vous voyez que cette polarisation, on est représentée ici par cette belle image, et en gros, elle nous donne une information sur sa direction à différentes directions dans le ciel. Donc on a une espèce de petits bâtons, des directions sur le ciel. Et ces petits bâtons, on peut géométriquement les séparer en une composante qui fait des étoiles et des cercles, et une composante qui fait des tourbillons. Et ces deux composantes ont des propriétés mathématiques très différentes. Et non seulement ces deux composantes ont des propriétés mathématiques très différentes, mais en plus de ça, elles sont créées par des inhomogénéités primordiales de propriétés très différentes. Les étoiles et les cercles sont créés par tous les grumeaux primordiaux, aussi bien la partie scalaire que la partie onde gravitationnelle, et c'est en fait la partie scalaire qui domine, et c'est ça qui donne le signal polarisé de type E, le plus classique. Mais ces tourbillons, eux, ne peuvent être créés que par les ondes gravitationnelles primordiales. C'est parce que ces ondes gravitationnelles se propagent en déformant l'univers qu'elles peuvent créer ces petits tourbillons-là. Alors, encore une fois, ces ondes gravitationnelles primordiales, elles sont créées pendant l'inflation, et au moment où elles vont traverser la surface de la diffusion, elles vont créer des anisotropies de température sur la surface de la diffusion, telles qu'on va pouvoir créer de la polarisation. Et cette polarisation va tourbillonner sur le ciel. Donc, si l'on est capable de mesurer cette polarisation tourbillonnante, qu'on appelle la polarisation B,
eh bien, on va avoir une information sur les ondes gravitationnelles primordiales. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on n'a absolument aucune idée de l'amplitude des ondes gravitationnelles primordiales. En fait, plus que les inhomogénéités, les perturbations scalaires, les ondes gravitationnelles primordiales, c'est ce qui va nous permettre vraiment de faire le tri entre tous ces modèles d'inflation. Et en particulier, j'ai des collègues qui disent oh, on va trouver la gravité quantique parce qu'on va trouver telle valeur d'onde gravitationnelle primordiale. On a seulement des limites supérieures qui prédisent une polarisation B extrêmement faible. Planck est limite pour le voir, et pour l'instant, on n'a pas annoncé de détection. Mais par contre, en mars 2014, incroyable, BICEP 2 annonce la détection de polarisation B d'origine cosmologique. Donc voilà les petits tourbillons qu'ils ont vus sur une petite surface du ciel. BICEP, c'est un télescope qui est au pôle sud, qui observe une toute petite surface du ciel. Et voilà les propriétés statistiques de cette carte, encore une fois. Donc la courbe rouge ici, c'est la prédiction théorique sans onde gravitationnelle primordiale, ou alors avec des ondes gravitationnelles primordiales d'amplitude extrêmement faible. Les pointillés, c'est ce qui se passe quand on a des ondes gravitationnelles primordiales à un certain niveau. Et les points noirs, ce sont les données de BICEP 2. C'est vraiment incroyable. Quand la communauté a vu ce résultat, personne n'en croyait ses yeux. Il faut bien voir que la veille, voilà où on en était. Tous les points là-haut, c'était les mesures précédentes qui n'étaient pas des mesures, qui étaient juste des limites supérieures. On savait que, quoi qu'il arrive, c'était plus petit que ça. Gagner un ordre de magnitude. Cette mission, enfin, cet observatoire était vraiment la pointe de la technologie. En fait, pour réussir ça, ils ont dû faire pas mal de choix difficiles. Donc, ils ont une caméra 512 pixels, beaucoup plus précis que les 11 pixels de Planck. Planck n'a que 11 pixels. Hein. Ils sont en fait 30 fois plus précis que Planck, mais ils n'ont qu'une seule fréquence. Et c'est bien là le problème. Je reviens sur cette figure, cette fois-ci celle pour la polarisation, qui nous montre la loi d'émission du rayonnement de fond en fonction de la fréquence, et puis les différents avant-plans. Vous voyez ici qu'on est tout le temps plus petit que les différents avant-plans, et en particulier que l'émission polarisée de la poussière de notre galaxie. En effet, notre galaxie est pleine de poussière qui est capturée gravitationnellement. Cette poussière est chauffée par les étoiles, hein, et elle va réémettre dans l'infrarouge. Alors ça nous gêne pour les observations de température, des anisotropies de température du rayonnement fossile, mais le problème c'est que ces grains de poussière sont aussi asymétriques. Comme ils sont asymétriques, ils vont avoir tendance à s'aligner dans les directions du champ magnétique de notre galaxie. Parce que notre galaxie aussi a un champ magnétique, et ne me demandez pas pourquoi elle en a un, on n'a absolument aucune idée, c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut faire ces observations. Et ces grains, comme ils sont asymétriques, ils vont avoir une émission qui est légèrement polarisée. Alors là, il y a tout ce qu'il faut pour gêner les mesures. Parce que ces champs magnétiques, ils n'ont aucune raison de ne pas faire des tourbillons. Au contraire, ils ont très envie de faire des tourbillons. Donc là, on est en train de créer un avant-plan, et on le voit, qui est plus important que le rayonnement de fond fossile, avec sa polarisation. Donc ce qu'il faut faire normalement, c'est observer le ciel dans différentes fréquences, profiter du fait qu'on a des lois d'émission différentes et réussir à séparer les données. Mais voilà, pour obtenir cette fantastique précision, BICEP n'observe que dans une seule fréquence. Ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier en essayant de faire le mieux qu'ils pouvaient. Et puis de toute façon, ils ne peuvent pas vraiment observer aux hautes fréquences où on aurait une bonne vue sur la galaxie, parce que malheureusement, quand on observe dans ces fréquences-là, on arrive dans des fréquences micro-ondes qui correspondent à celles de l'eau. L'atmosphère elle est pleine d'eau, donc pour voir le rayonnement infrarouge, enfin micro-ondes de la galaxie, eh ben, on est gêné par l'atmosphère. Donc ils ne peuvent pas. Comment ils ont fait? Ben, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils sont allés chercher la zone où il y avait le moins de poussière possible, parce qu'on le voit quand même sur cette carte, hein, la poussière, elle est dans le plan de la galaxie, elle n'est pas partout. Donc il y a des zones par ici, justement là où ils sont allés, qui ont l'air d'être plus propres. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais le problème, c'est qu'à l'époque où ils l'ont fait, ils n'avaient pas ces cartes de la polarisation de la poussière. Ils ont fait ça à partir de ce qu'ils savaient de la température, et puis ils ont fait un modèle sur comment est-ce que l'émission polarisée est liée à l'émission en intensité seulement. Et ça, c'est les différents modèles qu'ils ont. Donc ils ont fait tout ça, ils ont dit, bon bah, voilà ce qu'on obtient, et quand même,
Ça, c'est notre modèle de contamination. Voilà ce qu'on voit. Si, on vous le dit, c'est des ondes gravitationnelles primordiales. Manque de peau en septembre 2014, et après de nombreuses rumeurs et de nombreux doutes dans la communauté, il faut bien le dire, Planck a livré son analyse de la zone observée par BICEP en polarisation, qu'il n'avait pas livré jusqu'à présent. Et la conclusion, c'est que malheureusement, nous n'avons pas vu des ondes gravitationnelles primordiales. Ou du moins, a priori, et sans connaître les données de BICEP, ce que Planck a observé, c'est ces zones-là, et qu'il y a quand même pas mal d'émissions polarisées de la galaxie. On le revoit ici, en fait. Le code couleur correspond à l'amplitude de l'émission de mode B, polarisée de mode B, observée par BICEP 2, vert correspondant à une émission de la poussière dans la galaxie aussi grande que celle observée par BICEP. Vous voyez, on est dans le vert tout le temps. S'ils avaient regardé un tout petit peu plus haut dans le rouge, ils auraient été déjà 2 fois plus petits. Ça aurait été mieux. Donc de peau, on est là. Et ça, les grosses boîtes bleues ici, c'est la prédiction de Planck à partir des données des propriétés statistiques de l'émission de la poussière. Vous voyez qu'elle a le mauvais goût de refaire exactement le signal que BICEP pense avoir trouvé. Alors ça, c'était des indications très fortes qui nous faisaient douter de la réelle origine des modes B mesurés par BICEP 2. Parce qu'ils ont mesuré des modes B. Et rien que ça, c'est déjà une sacrée performance. Mais malheureusement, ce n'est pas des ondes gravitationnelles primordiales. Et en février 2015, on a eu les résultats d'analyse jointe Planck, BICEP 2, Keck, donc en utilisant toutes les données, en utilisant les données de Planck qui nous donnent les informations sur la polarisation de la poussière, avec une mauvaise résolution et une mauvaise précision par rapport à BICEP, mais tout de même, c'est suffisant pour malheureusement de dire que si on part des données BICEP qui sont là et qu'on les nettoie avec l'information de Planck, on arrive à cette courbe bleue ici, qui est en bon accord, excellent accord avec la courbe sans onde gravitationnelle primordiale, ce qui se traduit aussi par ici cette probabilité d'avoir des ondes gravitationnelles primordiales. Voilà, la courbe en noir ici, c'est le résultat joint des meilleures données Planck et des meilleures données BICEP-Keck, qui ne pique pas à 0, mais elle n'est pas assez loin de 0 pour qu'on puisse conclure qu'on a vu quelque chose. Même s'il n'y avait pas d'onde gravitationnelle primordiale, on pourrait quand même avoir ce genre de résultat-là. Et donc on est incapable de dire si on a vu des ondes gravitationnelles primordiales. On est même capable de dire qu'a priori, on n'en a pas vu. Et s'il y en a, elles sont beaucoup plus petites que ce que BICEP 2 pensait avoir trouvé. Donc la quête n'est pas finie. On n'a pas encore vu les ondes gravitationnelles primordiales, donc on n'a pas encore toutes les informations sur l'inflation, et donc on n'a sans doute absolument rien à dire sur la gravité quantique, mais ça fait un joli titre. Et donc je vais conclure en vous dire, en 3 transparents, en vous disant d'abord que vous allez encore entendre parler de Planck, parce que l'analyse de données de polarisation n'est pas terminée. On va améliorer les contraintes sur le modèle cosmologique en réduisant ces systématiques dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va améliorer la détermination de l'époque d'allumage des premières étoiles, et on va améliorer la mesure de la poussière polarisée. Donc ça, vous allez encore en entendre parler, sans doute courant 2016. Vous allez encore beaucoup entendre parler d'ondes gravitationnelles primordiales, et sans doute pour des années et des années. BICEP, Keck continue ses observations, cette fois-ci dans la zone un peu plus propre. Et puis, comment il y a les données de Planck maintenant, ils savent comment nettoyer leurs données. Il y a aussi de nombreux autres observatoires au sol qui vont faire les mêmes genres de mesures dans d'autres zones propres. On va avoir plein d'informations là-dessus. Il y a de nombreuses missions sol, ballons, satellites qui sont en projet pour améliorer la précision de la mesure, bien sûr, mais en sortant de l'atmosphère, en ballon, satellite, essayer d'obtenir de meilleures informations sur les propriétés de l'émission polarisée de la poussière. Et évidemment, certains théoriciens rêvent déjà de leur Nobel, en particulier ceux qui prédisent la gravité quantique. Et puis, vous allez encore entendre parler d'effets de lentilles gravitationnelles. Parce que si, comme on l'a vu, les ondes gravitationnelles primordiales sont très faibles, et qu'on connaît bien la polarisation de la poussière, ce qui reste encore à prouver, eh bien, le problème d'après, ça va être l'effet de lentille gravitationnelle. Parce que, en fait, voilà ici une image où on montre les propriétés, encore une fois, statistiques de cette polarisation B qui nous intéresse tant. Cette polarisation B, c'est la somme de ces 2 courbes bleues. Donc, celle du haut, c'est celle des ondes gravitationnelles primordiales. Et je ne sais pas si elle est là, sans doute pas, ou plutôt là-bas en bas, sans doute plus. On a déjà supposé qu'on avait enlevé l'émission polarisée de la poussière. Et cette courbe bleue ici, c'est une polarisation de type B, des tourbillons qui sont créés par l'effet de lentille gravitationnelle. En déformant les cartes, ça déforme la polarisation et ça peut créer des tourbillons. Et ce niveau-là, c'est difficile de le nettoyer. Donc il va falloir savoir beaucoup plus de choses sur l'effet de lentille gravitationnelle pour aller chercher un signal qui est tout là-bas en bas. Et il y a de fortes chances qu'il soit là.
Mais l'effet de l'antigravitationnel, c'est aussi un outil incroyable pour l'astronomie aujourd'hui. Et ça va être l'un des 2 sujets principaux de ce satellite de l'ESA qui s'appelle Euclid, qui sera lancé en 2020, qui mesurera la distribution de matière dans l'univers grâce à l'effet de l'antigravitationnel, dans le but de contraindre les propriétés de l'énergie sombre et de déterminer encore plus proprement qu'avec Planck le futur de l'univers. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Alors maintenant, je vais vous donner la parole. Et si vous avez des questions à poser, je vous donne le micro. Madame. Bonsoir. Je voulais savoir, tout à l'heure, vous nous aviez parlé du champ de X qui pouvait être aussi une... Oui. Alors justement, à quoi ça correspond exactement par rapport à tout ce que vous venez de nous... Alors, le champ de X, c'est vachement bien parce qu'il a les mêmes propriétés géométriques que les modèles d'inflation les plus simples. Le champ de Higgs, il faut bien voir que ce n'est pas une particule comme celle qu'on a l'habitude de voir, enfin, plus d'un titre. Cette particule, enfin ce champ de Higgs, il est représenté en fait par un champ scalaire. Le champ scalaire, c'est la façon la plus simple de décrire des particules d'interaction dans les modèles de particules élémentaires, modèles de physique des particules. C'est un magnifique objet pour jouer et pour apprendre les maths et pour s'entraîner. Et ça a plein de propriétés, mais il n'y en a pas. Dans la vraie vie, il n'y en a pas. Ils sont tous plus compliqués. Ce sont des champs qui ont des propriétés beaucoup plus compliquées. Ce sont des champs vectoriels, des champs tensoriels, etc. Le champ scalaire, c'est vraiment le plus simple. Sauf dans 2 cas. On a 2 cas où il y a un champ scalaire, qui est cet outil extrêmement pratique, mathématique, et qui apparaissent dans les équations et pour lequel on a des observations. C'est le champ de Higgs, qui explique les masses des particules, qui donne les masses aux particules à travers son action, et qui est représenté par un champ scalaire, et le champ d'inflation. Alors évidemment, on se dit, on n'a que 2 cas, ouais, on va bien trouver un moyen lié l'un à l'autre. En plus de ça, le champ de Higgs a un niveau d'énergie particulier, qu'on arrive via quelques entourloupettes, et un peu de gravité quantique, et d'autres choses dont on ne sait pas grand-chose encore, à relier au niveau d'énergie que devrait avoir notre champ d'inflation. On a très envie de trouver une théorie qui mette les 2 ensemble. Et puis aussi, il faut bien voir que les physiciens des particules aiment bien les modèles très simples. Enfin, tout le monde aime les modèles très simples. On n'a pas envie de modèles compliqués avec 50 000 épicycles. La physique a été mordue plein de fois par le fait que pour expliquer ça, on a une théorie, puis on fait des prédictions, puis les données ne sont pas tout à fait bonnes, alors on essaie de faire des variations sur cette théorie, etc., etc. Ça marchote, mais on sait bien que ça finit par casser. On préfère avoir une théorie qui explique le tout et qui est plus simple. On n'aime pas les épicycles, les rajouter, encore des particules, encore des niveaux d'énergie, etc. Donc on veut des choses simples, la physique des particules théorise même ça sous la forme d'un modèle naturel, certaine naturalité qui est associée au modèle théorique. Supprimer une particule, ou un champ, c'est vraiment chouette. Ça rend le modèle plus simple. Donc c'est pour ça qu'on a envie de relier les 2. Et il y a beaucoup de travail sur le sujet, il y a une masse de papier assez technique, et on arrive de différentes façons à relier les 2, à expliquer pourquoi le champ de Higgs est aussi le champ qui crée l'inflation. Mais on n'en a aucune certitude aujourd'hui. Hein. Ce sont des modèles théoriques. C'est vous, je crois, c'est ça, non? Oui, après, monsieur. Allez-y. Merci. Donc, vous avez dit que dans 10 milliards d'années, la matière sombre va disparaître totalement et l'énergie sombre va prendre la totalité. Alors, attendez, est-ce qu'il s'agit d'une transformation des matières en énergie? Bon, je suppose que l'énergie noire est de nature ondulatoire. Donc, est-ce qu'il s'agit de transformation des matières en ondes? Et quel est le mécanisme de cette transformation? Non, pas du tout. C'est pas du tout une transformation. Ce qui se passe, c'est que l'énergie sombre, répulsive, et elle force l'univers à s'étendre de plus en plus vite. Donc imaginez que vous êtes dans un ballon, vous êtes en train de gonfler. Dans ce ballon, il y avait imaginez que vous ayez dessiné, alors on va faire quelque chose que j'aime pas du tout, qui est une analogie bidimensionnelle pour expliquer quelque chose qui est bidimensionnel dans un truc tridimensionnel, pour expliquer quelque chose qui est tridimensionnel dans quelque chose qui est quadridimensionnel. Mais bon, on va essayer quand même. Imaginez que vous ayez un ballon dans lequel vous allez dessiner des points. D'accord ? Quand je vous montre mes camemberts avec les densités d'énergie, essentiellement, je vous montre une information sur la densité de ces points. Donc voilà, eh bien, j'ai tant de points dans une surface donnée. Si maintenant je souffle pour gonfler le ballon,
je vais voir moins de points dans la même surface. C'est ça que fait l'expansion. Hein. Les distances s'élargissent, puis je vais voir les densités qui baissent. Eh bien, ce qui se passe avec l'énergie sombre, c'est que c'est elle qui souffle dans le ballon. Elle force le ballon à s'étendre. Elle a une propriété particulière, c'est que quand elle force le ballon à s'étendre, elle va garder la même densité. Par contre, la matière noire, elle n'a pas le choix. La matière noire et toute la matière, elle s'éloigne de plus en plus, et donc leur densité va baisser. Il ne va pas y avoir plus d'énergie sombre qu'avant. Il va y en avoir autant, ou peut-être moins. Ça, c'est ce qu'on apprendra avec Euclide. Mais supposons qu'il y en ait autant, que l'énergie sombre soit une bête constante cosmologique, il y en a tout le temps autant. Il y en a toujours autant. Mais comme il y a moins de matière noire, et il y a moins de matière baryonique, eh bien, en proportion, il y en a beaucoup moins. C'est ce que montrent ces camemberts, qui sont des camemberts de pourcentage entre les différentes espèces. Donc c'est ça ce qui va se passer. L'univers s'étend de plus en plus vite, il y a toujours autant d'énergie sombre, en supposant que ce soit une constante, et le reste est de plus en plus dilué. C'est pour ça que je dis que c'est pas très rigolo, hein, parce que les galaxies qu'on voit s'éloigner de nous, elles vont s'éloigner encore plus vite, et puis elles vont finir par s'éloigner tellement vite, parce que l'expansion va être tellement accélérée, un peu comme dans l'inflation, que leur lumière n'arrivera même plus à nous parvenir. L'univers va être de plus en plus froid, on aura de moins en moins de voisins. C'est pas très drôle. Mais c'est dans longtemps, hein. Merci. Bonsoir et merci pour cette conférence, très intéressante. Alors en fait, mes questions étaient reliées à la question précédente. Déjà, je suis assez, c'est vrai, assez intéressé, enfin confus par cette histoire d'énergie sombre qui, on a l'impression qu'elle a de plus en plus de puissance entre guillemets, malgré le fait qu'elle soit elle-même diluée finalement par l'expansion de l'univers. Donc c'est la première question. La deuxième question, c'était en fait, est-ce qu'il y a une corrélation entre l'énergie sombre, donc l'expansion de l'univers actuel, accélérée, et l'inflation primordiale, enfin l'inflaton peut-être, je ne sais pas s'il y a une particule qui hypothétique. Oui, elle est quantifiée et tout, il y a une particule. Voilà. Dès qu'on a un truc, on met une petite particule, sinon c'est pas drôle. Oui, bien sûr. Est-ce que donc il y a une corrélation entre les deux? On aimerait bien savoir, c'est une excellente question. Alors, parmi tous les modèles que je vous ai cités, il y en a certains qui expliquent que l'inflation et l'énergie sombre qu'on voit aujourd'hui ont la même origine. En particulier, c'est un modèle de gravité quantique ou de cordes qui nous explique qu'en fait, c'est la même chose qui se reproduit. Alors, pas qu'on est en train de vivre une nouvelle phase d'inflation, mais qu'on a essentiellement le même processus, ou du moins que les modifications autour du modèle de base le plus simple qu'on doit faire pour expliquer tout ça dans un cadre théorique cohérent expliquent les deux choses. Il faut bien voir que là, le cadre théorique est un peu brinque-ballant, hein. On a un modèle très simple, mais il faut y rajouter des espèces et des espèces et des espèces dont on ne sait pas d'où elles viennent. On aimerait bien rester à notre modèle de physique des particules standard. On va être obligé de rajouter des trucs et on ne sait pas ce que c'est, on n'a pas vu les particules qui vont avec. Donc si on arrive à expliquer ça, soit via de la géométrie à la Einstein, en disant bah oui mais tout se passe très bien parce que voilà ce que fait la gravité, ça se passe comme ça, il faut qu'il y ait une inflation là, il faut qu'il y ait une énergie sombre là, on est content. Soit on a un modèle de physique des particules beaucoup plus large qui explique tout ça, soit on réussit à relier toutes ces particules qui traînent, plus ou moins connues, plus ou moins bizarres dans la physique des particules, comme le Higgs, comme des neutrinos, comme des machins comme ça, pour expliquer les différentes choses qu'on voit dans l'univers. Là on serait beaucoup plus heureux. En particulier pour la matière noire aussi, on essaye d'utiliser des particules d'extension simple du modèle de physique des particules pour les expliquer. On sait déjà que ça ne peut pas être des neutrinos, mais ça pourrait être des neutrinos bizarres qu'on n'a pas encore vus, etc., etc. Oui, bonsoir. Une question concernant le décalage vers le rouge. À partir de quelle distance la lumière décale vers le rouge pour un objet qui est lointain? Parce qu'on parle de décalage vers le rouge, mais pas de distance ou de durée. C'est vache, ça. Moi je suis un afro-théoricien, enfin je fais avec des données, mais je suis un afro-théoricien, je suis extrêmement mauvais en ordre de grandeur. Donc c'est vraiment le genre de question à chaque fois. Donc j'ai vérifié plein d'ordres de grandeur, mais pas celui-là, je suis désolé. Alors en gros, à l'échelle de notre galaxie, non, on ne voit pas de décalage vers le rouge, on voit pas de décalage vers le rouge entre ce boulet de la galaxie et ce boulet de la galaxie. Pourquoi? Essentiellement parce que la matière est dans le puits de potentiel de la galaxie, il est beaucoup trop gros, hein, on ne voit pas ça. On commence à avoir des décalages vers le rouge quand on voit des galaxies lointaines. Quant à vous dire à partir de quelle distance, je dois avouer mon manque de culture sur les ordres de grandeur de base. Mais si vous me laissez votre mail, je vous le trouverai. Oui, là-bas. Vous pouvez passer le micro, s'il vous plaît, là.
Oui, à propos du boson de Higgs, dont on a d'ailleurs à tort parlé d'un boson, comme vous l'avez corrigé, il s'agit d'un champ, et ce qui semblerait encore plus compliqué pour ce qui concerne Higgs, c'est qu'il y aurait, c'est un papier qui est paru dans le bulletin du LHC, il semblerait qu'il y ait autant de bosons de Higgs que de quarks, dont on ne maîtriserait pas les interactions, les interrelations. Est-ce que vous pouvez m'en dire davantage ? Non. Clairement non. C'est pas du tout ma spécialité, donc je ne veux pas vous raconter des bêtises. J'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je pourrais vous dire sur le boson de Higgs, c'est ce que vous savez sans doute, puisque vous avez l'air d'avoir pas mal lu là-dessus. Ce que j'ai appris il y a longtemps dans mes études, et je ne suis pas au fait des derniers résultats là-dessus. Ce que j'ai beaucoup plus suivi en fait sur le boson de Higgs, parce que ça a un impact effectivement sur la cosmologie, c'est savoir si oui ou non c'est un champ scalaire. Et ça, pour savoir si c'est un champ scalaire, en fait, je vous ai dit que c'est un champ scalaire, etc. On n'en est pas encore tout à fait sûr. Il pourrait être un champ avec des propriétés géométriques plus élevées. Et pour voir ça, il va falloir qu'on étudie une voie des intégrations très particulières du boson de Higgs avec des photons, et qu'on mesure les spins de ces différents photons pour vérifier les propriétés géométriques de ce boson de Higgs. Donc malheureusement, pour l'instant, on n'est pas encore complètement certain que c'est un scalaire. Je parie sur le fait que ce soit un scalaire, c'est le modèle le plus simple. Mais effectivement, ça pourrait être quelque chose de plus compliqué. Quant à ces derniers résultats dont vous parlez, je ne suis pas allé voir les papiers, donc je ne veux surtout pas vous raconter des bêtises. Voilà. Bonjour, merci pour votre conférence. J'avais une petite question. Vous avez présenté les résultats de Planck comme collant extraordinairement à un modèle. Et là, vous parlez de plein de modèles différents. Donc, à partir de quel modèle on dit que les résultats de Planck collent Alors, ils collent effectivement extrêmement bien au modèle le plus simple. Alors, quand on dit qu'ils collent extrêmement bien au modèle, c'est qu'on dit qu'ils sont dans un accord incroyable avec un modèle très simple qui a 6 paramètres libres. En gros, on suppose une inflation la plus simple possible, avec des propriétés extrêmement simples qu'on ne contraint pas. C'est ce qu'on voit là. Je vais revenir ici. C'est un peu loin. Voilà. En gros, cette figure vous donne une idée des contraintes sur les modèles d'inflation. Ce qu'il faut regarder, c'est la taille de ces courbes-là. Et en fait, quand on est un peu spécialiste, on se rend compte qu'elles ne contraignent pas grand-chose. Donc quand on ouvre les paramètres les plus simples des modèles d'inflation, et qu'on les explore tous, on voit que les variations qui sont créées dans le spectre, spectre de puissance, des de température et la polarisation du rayonnement de fond sont des variations suffisamment faibles pour être acceptées par les barres d'erreur de notre mesure. En fait, ici, on est très content, même enthousiaste, par ces résultats et ces barres d'erreur extrêmement petites. Et là, on ne les voit pas sur la courbe, tellement elles sont petites. Mais c'est parce que la courbe était en trait épais. Et je pense, enfin, en trait épais, non, finalement, pas si épais que ça. Et vous voyez, c'est que la courbe est difficile à mesurer. Il y a une incroyable dynamique dans cette courbe qui fait que les barres d'erreur sont vraiment tout petites par rapport à l'épaisseur du trait. Ce qui nous intéresse plus, c'est ce genre de figure ici, où on a retiré la dynamique, on a retiré la variation, on regarde le résidu par rapport au modèle. Et là, vous commencez à avoir des choses. Tout le travail, et c'est pour ça que cette analyse de données est extrêmement dure, et de savoir si ces variations que vous voyez autour de la courbe sont dues à du bruit, au fait que le ciel est comme il est, parce qu'encore une fois, cette courbe est un modèle qui nous donne les propriétés statistiques moyennes de notre univers. Mais notre univers, il n'y en a qu'un. Donc même si je connais ces caractéristiques statistiques moyennes, il peut encore fluctuer autour d'elle. Donc il a le droit de faire ces fluctuations, certaines, pas toutes. Il y en a certaines qui ont l'air grandes, mais qui statistiquement sont possibles. Ces barres d'erreur nous donnent uniquement la taille de la fluctuation dans 68% des cas. Donc il nous reste quand même 32% des cas où il est normal d'être plus loin. Donc on passe notre temps à compter les points et à voir ceux qui sont plus loin ou pas assez loin, et dire celui-là un peu trop loin, celui-là il y en a un peu trop par là, et puis quand on en voit plein qui sont tous de façon cohérente trop loin, mais ces variations-là, elles peuvent être dues aussi bien à une extension du modèle ou à
un problème dans nos données, car c'est toujours possible. C'est pour ça ici qu'on essaie d'expliquer les variations qu'on voit dans la température, non pas par une variation du modèle nécessaire, mais par une amélioration nécessaire du traitement de données. En tout cas, il y a quand même un truc ici, là, il y a un gros pet. Très grandes échelles, alors pas de chance, les très grandes échelles, c'est celles où il y a le plus de systématiques qui sont les plus difficiles à observer, pour lesquelles le traitement de données est le plus difficile, et c'est aussi celles pour lesquelles on a le moins d'informations, parce qu'on a le moins de statistiques. Ces grandes échelles, c'est celles qui disent, je regarde la probabilité que ce point-là soit chaud, que ce point-là soit chaud, quasiment sur un quart du ciel, sur un dixième du ciel. Des façons d'observer des quarts du ciel ou des dixièmes du ciel, il n'y en a pas beaucoup dans le ciel, parce que c'est des grandes échelles. Et donc la variation statistique de la réalisation du ciel par rapport à notre modèle peut être assez grande, d'où la taille de ces grandes barres d'erreur-là. Il n'empêche, le fait qu'on tombe là, ça ne nous plaît pas trop. Mais quand on compte, quand on regarde la statistique de ces choses-là, eh bien, ça peut arriver dans 5% des cas. 5% des cas, c'est pas assez pour dire qu'on a vu quelque chose de vraiment gênant. Ça veut juste dire que on n'a pas de chance. Ou alors il y a vraiment quelque chose. C'est tout le problème. Donc les théoriciens s'amusent à essayer de faire passer ces choses-là. Alors faire passer un modèle là-dedans, ça c'est vachement compliqué. C'est pas très naturel. Oui. Bonjour. Donc, ce qui m'a intéressé dans votre exposé, c'est que vous avez dit que le satellite Planck était en fait composé d'un gros frigo. Et ça, c'est très intéressant, j'avais jamais entendu parler. Et donc, Gamow, je crois que c'est lui qui avait commencé à trouver, le premier qui a trouvé le stèle américain en vers 1960, je crois. Et donc, lui, il n'était pas à 2,7 degrés Kelvin. Donc, c'est ça que je ne comprends pas, finalement. Et ça veut dire quoi, cette histoire de température toujours très faible, alors que sur Terre, on est à 27 degrés, donc très fort au-dessus du zéro absolu. Et l'histoire de ça, je ne comprends pas bien, plus... voilà. Enfin, je ne vais pas dire tout ce que je ne comprends pas. Alors, je suis désolé que tout n'ait pas été très clair, mais je sais que c'est assez compliqué. Alors, Monsieur Gamow, le voilà. Effectivement, c'est lui qui, au détour d'un papier, a dit « Ah ouais, alors s'il y a le Big Bang, il doit y avoir un rayonnement fossile qui est un résultat du Big Bang. Et comme Hubble a vu qu'il y avait une expansion de l'univers, si je calcule ça, machin, je devrais le trouver à telle température. » Alors d'abord, c'est pas clair que ce soit vraiment lui qui est trouvé en premier, et les historiens des sciences qui débattent de savoir si c'est vraiment lui ou quelqu'un d'autre, c'est pas là le problème. De fait, il s'est trompé dans les calculs. Pas très compliqué. Donc c'est pas clair que ce soit lui ou que ce soit un de ses étudiants. Et il s'est un peu gouré dans les calculs, effectivement. Il n'a pas calculé la bonne température. Je crois qu'il n'aurait pas vraiment pu calculer la bonne température avec les informations qu'il avait à l'époque, mais en plus de ça, il s'est trompé quand même. Donc oui, il n'a pas trouvé la bonne température, mais cette histoire de température, c'est rien de plus que ceci. C'est l'expansion. Alors, pourquoi il ne veut pas repartir mon petit film là? Le voilà. C'est juste l'expansion de l'univers qui fait que la fréquence des photons émis change et est décalée vers le rouge. Donc ça, c'est vraiment un photon, c'est une oscillation. Et si, pendant que le photon est en train d'osciller, enfin le champ électromagnétique est en train d'osciller, je tire le tapis sous lui, j'étends le truc, l'oscillation va être beaucoup plus grande. Donc, un observateur qui est là, qui lui va avec le tapis, il voit notre photon qui fait gros, machin, très long, alors que le photon il est parti avec une oscillation beaucoup plus petite. Ça change la fréquence du photon. Et ensuite, eh bien, c'est à deux bouts très loin de ma présentation, peut-être un moyen d'aller plus vite. C'est où ça? Oh là, il est perdu, mon pauvre machine, enfin j'en demande une plus grosse. Alors, Planck, où es-tu? Bon, tant pis, on va faire sans. La loi de Planck, la loi du rayonnement, la loi de Planck nous dit tout simplement quelle est la température qui correspond à une certaine fréquence d'émission. Rien de plus que ça. Donc c'est pour ça que nos photons nous apparaissent aujourd'hui à 2,7 Kelvin. Le fait qu'on soit à 27 degrés, ou peut-être un peu moins sur Terre, ça c'est juste le Soleil qui nous réchauffe. Quand on dit qu'on est à 2,7 Kelvin,
ça, c'est la température du rayonnement dans l'univers. Vous comprenez, dans l'univers, eh ben, s'il n'y avait aucun rayonnement, on serait à zéro. Il n'y aura rien pour nous réchauffer. Il reste ce rayonnement du fond diffus cosmologique qui n'a pas été absorbé par quoi que ce soit, puisque l'univers est devenu transparent. Et ce rayonnement-là est à 2,7 Kelvin. Donc si vous restez dans l'univers tout seul, et qu'il n'y a aucune étoile à côté, parce que sinon elle va vous réchauffer plus, vous allez être chauffé à 2,7 Kelvin. Quand on est à L2, comme Planck, eh bien on est alors juste en refroidissement passif, c'est-à-dire juste en se cachant du soleil et en essayant d'évacuer au maximum le réchauffement qui est dû, qui est dû au satellite lui-même. On arrive à descendre à peu près à 40-50 Kelvin. C'est-à-dire sans frigo, Planck, il est à 40-50 Kelvin. Et après, avec les frigos, on arrive à descendre une toute petite partie de Planck à 0,1 Kelvin. À un moment, on faisait les oiseaux en disant on est le point le plus froid dans l'univers, sauf si les extraterrestres sont en train d'observer le CMB, enfin le rayonnement franc cosmologique eux aussi. Puis j'ai un ami qui fait des condensats de Bose-Einstein qui me dit pas du tout. C'est moi qui gagne. Mon condensat de Bose-Einstein est beaucoup plus froid que ton satellite. Mais bon, voilà. Donc c'est le point le plus froid de l'univers en dehors des laboratoires où on fait des condensats de Bose-Einstein. Moi j'ai une petite question. Est-ce que l'image qui a été transmise par Planck, là, qui est très précise, permet de sonder la partie de l'univers qui nous est définitivement opaque, du temps où effectivement les photons étaient sans arrêt en interaction avec les noyaux atomiques, les électrons, etc. Est-ce que cette image permet de voir ce qui s'est passé avant 380 000 ans? À partir du moment où... Enfin, on ne peut pas le voir. Oui, mais à partir du moment où je vous parle d'ondes gravitationnelles primordiales qui ont été émises bien avant, ou des propriétés de l'inflation qui s'est passée juste après le Big Bang, beaucoup moins qu'une seconde, oui, encore une fois, c'est exactement cette image-là. En observant la surface du Soleil, qui ne veut plus bouger, tant pis pour lui, j'essaye d'obtenir des informations sur le fonctionnement interne du Soleil. Pourtant, je ne le vois pas. C'est exactement la même chose là. En observant la surface de la diffusion, 380 000 ans après le Big Bang, j'essaie d'obtenir des informations sur ce qui se passe avant. Alors il y a des moyens de voir ce qui se passe avant. De la même façon qu'il y a un fond de photons qui a été émis, il y a un fond de neutrinos qui a été émis aussi. Il a été émis, alors je ne sais plus quelle date, encore une fois, je encore m'empêtrerai dans les ordres de grandeur, j'en suis désolé, j'aurais dû réviser. Mais il y a un fond de neutrinos qui a été émis de la même façon. Les neutrinos, pareil, étaient couplés, ils ont oscillé dans les puits de potentiel gravitationnel, puis à un moment, ils se sont découplés, ils ont été émis. C'est bien avant le rayonnement de fond cosmologique. Et si on réussit à observer ce fond de neutrinos cosmologiques, eh bien, on aura une information sur ce qui se passe avant. Alors, observer un fond de neutrinos, c'est pas gagné. Et de la même façon, ces ondes gravitationnelles primordiales, elles ont été mises bien avant, puisque c'est vraiment dans l'inflation. Alors, encore une fois, on ne peut pas les observer directement. D'abord, elles ont des tailles qui sont l'ordre de grandeur de taille de l'univers, donc c'est un peu grand. Il faudrait des interféromètres très très grands, on ne va pas pouvoir les voir directement. Par contre, on peut espérer en voir une signature sous la forme de cette polarisation B que l'ICEP espérait avoir mesuré, mais il n'a pas encore mesuré. Mais pour avoir un ordre de grandeur, jusqu'à quelle époque on peut remonter comme ça en arrière, alors finalement? Les ondes gravitationnelles primordiales, c'est pendant l'inflation, donc c'est vraiment très. C'est des fractions de seconde. Si on voit les ondes gravitationnelles primordiales, mais encore une fois, on ne les verra pas directement. On n'en verra qu'une signature indirecte. Et comment, enfin, dernière question pour moi, après je passerai le micro au public, comment est-ce que vous expliquez justement le mécanisme qui a donné naissance à l'inflation? Parce que l'univers s'est dilaté d'une manière incroyable. Mais alors d'où vient cette énergie qui a permis à l'univers de se dilater? C'est bien le problème des modèles d'univers primordiaux, et je vais recommencer. Il y avait ce champ scalaire, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, il y a de la gravité quantique, il y a des cordes cosmologiques, il y avait ce champ de Higgs, il y avait... c'est un rebond. Il y a pas mal de rebonds. J'ai un collègue qui fait des rebonds, qui s'est fait haïr de tous ses autres collègues, qui a expliqué que les rebonds, ça ne va pas marcher, il faut trouver autre chose. Donc il y a plein de théories différentes. Mais au moins les rebonds, c'est mal parti. Ok. Alors qui veut poser une question encore, monsieur? Bonsoir. Je voulais savoir, finalement, quelle était la probabilité que deux photons soient identiques? Par exemple, est-ce que chaque photon porte une information différente d'un autre, ou il peut y avoir deux photons qui seront vraiment complètement identiques et dont on ne pourra pas extraire plus d'informations? Alors, les photons, c'est des bosons, donc
on ne peut pas les différencier les uns des autres. Hein. Ils ne sont pas discernables. Ce qu'on peut discerner, par contre, c'est leur énergie, bien sûr, et leur polarisation. Donc tout ce que porte comme information un photon, c'est sa fréquence, la quantité de photons qu'il y a. Donc là, il en faut plus qu'un. Hein. Quand je parle d'intensité de température, en général, il n'y a plus qu'un seul photon qui m'arrive. Hein. Non seulement il y a une fréquence, mais il y en a plein aussi. Hein. Et puis une polarisation. Mais les photons, c'est tous les mêmes. Ils sont indiscernables. Ça, il n'y a pas de façon de les discerner, effectivement. Ils n'ont pas de code barre. Donc ces photons qui nous parviennent, tout ce qui nous renseigne, c'est sur les conditions du moment où ils ont été émis. Au moment où ils ont été émis, donc au moment où ils ont fait une dernière diffusion, eh bien, ils étaient dans une région du ciel qui avait telle température. Et ils ont gardé cette information-là. Et puis au moment où ils ont été émis dans une région du ciel qui était telle, où il y avait une certaine distribution de la matière autour d'eux, une certaine distribution du rayonnement autour d'eux, telle que, eh bien, ils portent telle information de polarisation. Mais par contre, c'est tout ce qu'il y a. Les photons eux-mêmes, on ne voit pas les photons individuellement. Ce qu'on voit, c'est on mesure une intensité de rayonnement. De toute façon, quand je vous regarde, je reçois des photons qui bondissent sur vous, qui sont venus, il y en a un bon paquet. Pas un... Alors peut-être une dernière question, et après on... Oui. La température de l'univers au moment de l'émission des premiers photons qu'on voit aujourd'hui. 3000 Kelvin. 3000 Kelvin. Ouais. Alors un décalage vers le rouge d'un facteur 1000. Hein. Donc 3000 Kelvin pour arriver à peu près à 3 Kelvin aujourd'hui. On va chipoter sur quelques petits Kelvin. Je vous l'ai dit, les ordres de grandeur et moins. Voilà, là. Alors, oh zut, j'ai pas corrigé celui-là. Ça, c'est plus 400 millions d'années après le Big Bang, c'est 550 millions d'années après le Big Bang. 550 millions d'années après le Big Bang. C'est ce que je vous disais à la fin, oui. Oui, j'ai oublié de corriger celui-là. Je suis désolé, c'est un transparent que j'ai fait avant les derniers résultats de Planck. Je suis désolé, je resserre les plats. Oui, à peu près. Pas chipoté à 2 ans près. Voilà, quand je donne cette valeur-là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une valeur moyenne. On n'a pas de moyen de savoir exactement à quel moment la première étoile s'allumait. Il peut y en avoir qui sont beaucoup plus vieilles que ça. Ce qu'on sait, alors j'aimerais bien retrouver le machin qui me permet, c'est ce que c'est ça qui me permet d'aller très loin, une diapositive, ah le voilà, tiens, là, excusez-moi, je vais vous remontrer ça. L'image qu'il faut avoir, c'est celle-là, hein. Les étoiles s'allument, elles peuvent s'allumer très très tôt. Mais ce qui se passe, c'est la façon dont les photons interagissent. Elles interagissent avec les bulles rayonisées. Donc il faut que les étoiles s'allument, qu'elles aient rayonisé le gaz autour d'elles, ça prend un petit peu de temps. Hein. Et puis que ces bulles soient assez grosses pour que la probabilité que les photons les rencontrent soit assez élevée. Et qu'en plus, ça, comme ça a un effet quand même assez faible, il faut qu'on voit ces corrélations. Donc, il faut que la taille des bulles soit visible. Donc, ça prend un petit peu de temps. Donc même si les premières étoiles sont là, ce qu'on a, c'est une valeur moyenne d'allumage des premières étoiles, qui est en gros pas tout à fait au milieu, qui est beaucoup plus tard. Voilà, je suis désolé, mais on ne peut plus parce qu'on a la salle. Bon, il va falloir qu'on quitte les lieux. Je vous remercie de votre présence et de votre participation. Je remercie le conférencier également.